Et ce furent les adieux. Tandis que les douaniers vidaient la grotte qu'ils avaient découverte, grâce à un avis aussi mystérieux que le premier, et que les gendarmes fouillaient les caves secrètes de la sardinerie, les guides faisaient leur paquet. Le ciel était pur derrière les branches. Et, au-delà du jardin, la mer commençait, radieuse et scintillante sous la bénédiction du ciel sans bornes. Anne-Marie faisait gravement l'inventaire de tout ce qu'on ne devait pas oublier. Cheftaine Hardy se hâtait avec calme, surveillant les trois équipes. Et Cheftaine Verdier voulait absolument faire un pastel pour emporter un coin du paysage. Peut-être songeait-elle aussi que son fiancé était, grâce à Dieu, reparti sain et sauf de ce terrible pays. Claire gémissait en essayant de faire un nœud de pêcheur. Pour nouer ses couvertures, il n'y arrivait pas. C'est drôle tout de même. On n'entend plus les hiboux gémir pendant le jour. Mais, voyons, faisait Lulu, en secourant Claire. Les hiboux diurnes, c'étaient les cousins de Madame du Châtelet. Comme elle est calée, fit Denise d'un air détaché, en penchant son joli visage vers une bassine pleine d'eau qu'elle nettoyait. Michel, assise sur un tronc d'arbre abattu, refusait de donner son aide pour les travaux vulgaires. Je rédige le journal de la compagnie, et j'ai besoin de calme et de silence. Sa sœur Marie-France contemplait avec effroi la 212e tâche qu'elle venait de faire à sa jupe. Georgette s'efforçait de calmer Marie-Madeleine, qui était presque insupportable. Antoinette et Yvonne recousaient avec sagesse tous les boutons perdus pendant ces 15 jours de camp et répétaient en chœur « Nous avons toutes été aussi bien que des héroïnes de romans. Quelles histoires nous allons raconter à la maison ?» Monique passait l'inspection de l'uniforme de Francette. « Tu comprends, il faut que ta grand-mère soit édifiée par ta tenue et qu'elle comprenne que le guidisme est une chose épatante. » Tout le monde est prêt. On chante le chant des adieux sous les fenêtres de Madame du Châtelet. Ce n'est qu'un au revoir. Puis toutes les guides se raidissent, ont une attitude respectueuse pour dire la prière scout, dont les belles paroles montent vers le ciel comme un vol d'alouettes. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreuse, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures. Et tandis que Niquette répète d'une voix profonde, apprenez-moi à me dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Personne n'a vu 2 larmes couler le long des joues fraîches. Mais qui donc pourrait croire le chef d'équipe des tourterelles capable de pleurer? Oui, l'indomptable Monique Belle, orgueilleuse comme un jeune paon, indépendante comme un oiseau de mer, commença à comprendre le vrai sens de la vie. Pour Francette, pour elle-même, elle veut devenir digne de sa loi guide. Le rôle qu'elle a joué dans le drame de la maison des hiboux demeurera donc un secret entre elle et Dieu. Le sacrifice est dur, mais les guides ne font pas leur devoir pour le seul plaisir de mériter l'admiration publique. Un coup de sifflet, la petite colonne s'ébranle dans le chemin bordé de haies en fleurs, d'où s'envolent des moineaux. Le soir vient doucement, comme un ami d'enfance qu'on attend sans crainte. Le docteur Drouard est venu saluer la 11e Versailles, qui s'en va vers d'autres horizons et qui mérite bien les remerciements des habitants de la Vallée-sur-Mer, puisqu'elle les a débarrassés de voisins dangereux. On vient d'arrêter 3 fermiers, qui, non contents d'allonger leurs faits, aidaient les Boivins dans leur élégant commerce. Oh, très élégant, rien que des cigarettes et des dentelles, plaisante Anne-Marie avec son éternel aplomb. Enfin, grâce à vous, on va pouvoir épurer le pays. Voici le petit train, ridicule et sympathique. La nuit est venue. Et là-bas, très loin, du côté de la mer, un hibou module sa longue plainte. Il regrette sans doute, lui aussi, les guides qui s'en vont.